Les choix d'exposition se font souvent de façon un peu collégiale, là, en groupe. On a tendance à former des comités d'exposition, des comités de programmation. Dans le cas de l'exposition de la collection La Sonde, dans le cas d'exposition Passion privée, les choses se sont présentées un peu autrement parce que il y avait un trou en fait qui était laissé pour 2 salles dans le musée, dans les salles du pavillon Morisset. Et c'était un projet qu'on avait depuis assez longtemps à la direction des expositions de faire connaître la collection de Pierre Lassonde, puisque c'est une des collections les plus vastes d'art moderne québécois au Canada et probablement au monde. Et c'est moi qui ai eu la responsabilité de gérer le projet d'exposition. Ces œuvres-là, je vis avec jour à jour. Ils font partie de ma vie. Alors, c'est un peu comme d'exposer des parties tendres, si vous voulez, de mon existence avec le grand public. C'est vraiment une collection d'exception qui se forme depuis 40 ans déjà, qui contient environ 400 pièces, 400 œuvres. Il y a beaucoup de peintures, il y a des œuvres sur papier, il y a quelques œuvres sculpturales. Il y a vraiment une espèce d'assortiment assez vaste de types d'œuvres. Puis surtout, des œuvres, en fait, d'art moderne. Il y a quand même beaucoup de collectionnement qui se fait en art contemporain, on peut le dire facilement, parce que c'est accessible sur le marché. L'art moderne, c'est autre chose. Pour qui regarde un peu comment fonctionnent les enchères, vont voir que les prix s'emballent beaucoup pour l'art moderne, entre autres pour l'art moderne québécois, qui est collectionné partout dans le monde et partout au Canada. Et donc, ça demande des assises financières assez particulières et c'est pas donné à tout le monde. Donc, la collection de M. Lassonde, qui est presque à 400 pièces, est probablement une des plus vastes qui existent au Canada. Il y en a d'autres. La période de M. Lassonde, au début, c'était vraiment des années, je dirais, 10, 15 jusqu'aux années 50. C'était vraiment la période qui l'intéressait. Et depuis qu'il collectionne, donc ça s'est vraiment étiré pour aller... la première pièce de sa collection, maintenant, c'est une œuvre de Cornelius Krieghoff, une scène de chasse de 1858, et ça va jusqu'à l'art contemporain, mais la période de l'exposition, c'est de 1858 à 1970 environ. On a donc un peu plus d'un siècle de peinture québécoise. La sélection des œuvres, j'avoue que ça a été une partie du processus peut-être les plus excitantes, vraiment, parce que j'étais vraiment toute seule. J'avais pas à demander conseil à qui que ce soit pour la première sélection. Et donc, il y avait déjà une forme d'indexation de la collection de M. Lassonde qui avait été faite par une autre historienne de l'art il y a quelques années. Et donc, moi, j'ai fouillé dans ces index. Il y en avait qui, tout de suite, captaient mon attention. Puis je me disais, oui, ça, je le veux absolument, ça, je le veux absolument. Et je suis peut-être arrivée au début à un noyau d'une quarantaine d'œuvres que je considérais comme absolument incontournables puis que je voulais absolument exposer parce que je trouvais que c'était vraiment les chefs-d'œuvre de la collection. Et par la suite, on pense à exposer des œuvres qui sont toutes intéressantes quand on les prend en tant que telles, mais on veut aussi former un tout qui est cohérent, puis arriver à tisser des liens entre tout ça pour que l'exposition puisse avoir un propos qui dépasse le fait d'exposer 96 œuvres différentes. Et donc là, j'ai pris le temps d'ajouter des œuvres qui avaient des liens ensemble. Des fois, c'était des liens vraiment formels, que je trouvais que 2 pièces allaient bien ensemble formellement, mais qu'il n'y avait aucun lien historique à faire entre elles. Il y avait une forme de liberté, en fait, dans cet exercice-là, donc je me suis rendue peut-être à 110 œuvres comme ça que j'avais sélectionnées. Ils ont pris certaines des œuvres auxquelles je suis énormément attaché. J'ai l'impression qu'ils ont pris toutes celles que j'aimais le plus. Alors, évidemment, probablement parce que ce sont les œuvres les plus touchantes. Par exemple, vous allez voir, il y a un petit Ozias-le-Duc qui est une merveille extraordinaire. Ma femme a quasiment pleuré quand elle est partie de la maison. Elle ne veut pas le laisser partir du tout. Vous allez voir certaines œuvres de Ellen McNichol qui sont extraordinaires. Et on peut toutes les nommer, effectivement. Mais oui, c'était très difficile de se départir de certaines de ces œuvres-là.
Il arrive un moment où on doit comme un peu arrêter de passer de la théorie à la pratique, en un sens, puis on fait faire à ce moment-là des espèces de mises à l'échelle. Donc, on fait réduire les œuvres à la grandeur de la maquette. Et pendant un certain temps, j'ai eu les 2 maquettes des salles 5 et 6 dans mon bureau. Puis, je passais mes journées à changer les œuvres de place, à voir qu'est-ce qui allait bien avec quoi, comment je pourrais les agencer, quel type de parcours je pourrais proposer au public. Puis ça vient finalement souvent consolider notre sélection. Puis on voit tout de suite qu'il y a des choses finalement qui nous semblaient incontournables, mais qui, dans l'ensemble, s'avèrent pas vraiment nécessaires. Et donc, on arrive à retirer des œuvres. Et je me suis rendue à la sélection finale de 96 œuvres, surtout à travers le travail dans les maquettes, qui est pas vraiment un travail intellectuel, qui est plus un travail au niveau de la sensibilité, puis du regard, puis de la vision, où on se dit, bien, tout ça, c'est vraiment magnifique dans cette salle-là, cette pièce-là. Non seulement elle apporte rien de plus, mais qu'elle vient comme s'immiscer dans le discours, puis que ça vient comme le crocher un peu, puis c'est moins linéaire, c'est moins intéressant, c'est moins fluide. Après avoir fait la liste plus théorique, après avoir fait la tombée dans la maquette qui est plus pratique, il y a toujours un moment où on doit s'assurer en fait que les œuvres qu'on veut exposer le sont, qu'elles sont dans un bon état de présentation et qu'on peut les transporter. Ça peut paraître banal comme ça, mais c'est des questions qui sont vraiment fondamentales. Une toile qui est trop, qui manque de tension, bien, pendant tout le voyage, elle va osciller comme ça dans le camion. Ça peut causer des dommages absolument irréversibles à la couche picturale. Donc, on doit s'assurer, avant de les transporter, que c'est faisable puis qu'on va pas vraiment poser des dommages qui pourraient tout simplement détruire l'œuvre en bout de ligne. Donc, tout ça, c'est pris en considération avant qu'on fasse la liste finale. Les musées, en général, sont habitués d'emprunter à des collectionneurs. Ils s'empruntent aussi entre eux des œuvres. Et nous, ici, en fait, on fait absolument aucune distinction entre la manière dont on va traiter et s'assurer de la préservation des œuvres d'un collectionneur ou de celles d'un musée. C'est sûr que souvent, dans les musées, on sait que les œuvres passent déjà par des processus de restauration. Il y a une restauratrice ou un restaurateur sur place. La conservation est assurée. Il y a un suivi de l'état de l'œuvre. Souvent, chez le collectionneur, bien, les œuvres, si c'est des œuvres qu'il a achetées récemment, il y a souvent un constat d'état qui a été fait, mais ça fonctionne, c'est un peu plus organique, en fait, comme façon de procéder. Et donc là, nous, pour s'assurer que tout fonctionnait bien, on a envoyé à Toronto notre restauratrice du musée, Laetitia Junier, pour qu'elle puisse faire des constats d'état et des réparations qui s'avéraient vraiment nécessaires avant le transport des œuvres sur les œuvres pour s'assurer qu'elles allaient arriver ici en bon état. Idéalement, ce qu'on veut, c'est de retourner au collectionneur presque dans un meilleur état que lorsqu'on les a pris chez lui, puisque lorsqu'elle arrive ici, on fait toutes sortes d'interventions sur les œuvres pour s'assurer qu'elles vont être vraiment parfaites pour l'exposition. Beaucoup d'œuvres qui ont eu besoin de restauration, pas nécessairement majeure. Certaines œuvres sur papier, oui, parce qu'il y avait des gouaches, une gouache de Barbeau, entre autres, qui c'est un médium extrêmement friable. Donc, dans le transport, il y avait des petits morceaux de gouache qui s'étaient détachés. Et donc là, on les a recollés. C'est les restaurateurs, en fait, c'est des restaurateurs du Centre de conservation de Québec qui sont venus faire le travail ici. Les œuvres, il y a des œuvres de Riopelle aussi qui ont eu besoin d'un certain niveau de restauration parce que les couches picturales n'ont pas toujours la même densité en huile. Et donc, il y a des parties qui sèchent plus vite que d'autres. C'est assez complexe. Il y a beaucoup d'œuvres qui ont eu besoin simplement d'un immense dépoussiérage et de vraiment juste les nettoyer pour s'assurer que la couche picturale, bien, il n'y a rien, il n'y a pas de petits poils, de petites poussières ou de choses comme ça qui va venir attirer l'attention quand on va regarder les œuvres. Puis sinon, les œuvres étaient surtout les problèmes qu'on retrouvait. C'est parce que c'est des œuvres de l'art moderne, donc plus anciennes. Mais sinon, pour le reste, c'était une collection qui était vraiment en bon état, donc on n'avait pas trop de restauration à faire. Des petites interventions mineures assez intéressantes pour la plupart. Une des étapes qui est vraiment fondamentale, c'est de rencontrer le scénographe. L'idée de base qui m'est arrivée dès le début, c'était ça me tente pas de faire une exposition chronologique parce que des expositions chronologiques,
c'est très muséal. Et chez un collectionneur, les choses se présentent pas de cette manière-là. Chez Monsieur Lassonde, on retrouve des Clarence Gagnon à côté des Paul-Émile Bordua, on retrouve des Riopelle à côté des œuvres des femmes de Beaver Hall. Donc, pour moi, il fallait qu'on rende vraiment l'exposition un peu représentative de cet état de fait. Et c'est là que l'idée de reproduire un peu une maison de collectionneurs s'est présentée à nous. À partir du moment où on a aussi les pièces ou la manière dont la salle va être organisée, moi, je suis capable de vraiment mieux réfléchir à où est-ce que je vais mettre les œuvres, à quel endroit, puisque là, on est capable de voir des enchaînements. Donc, qu'est-ce qu'on met dans une petite pièce, dans une grande pièce? L'idée, c'est pas vu que c'était pas un parcours chronologique, puis qu'on a formé des pièces, on voulait recréer des ambiances qui soient un peu propres à la maison du collectionneur. Donc, on se retrouve dans une salle à manger, dans une chambre à coucher, dans des corridors, dans un immense salon. On a même une forme de salle d'eau, salle de toilette qui est dans la maquette. Et donc, on essayait de recréer des ambiances qui soient propres à chaque lieu, pour qu'on n'ait pas besoin d'écrire sur le mur de façon très directe la salle à manger, mais que les gens puissent vraiment juste avoir l'impression, en arrivant dans la pièce, de tout de suite comprendre ce dans quoi ils sont, puis qu'ils sentent tout de suite une référence. Mais il ne faut pas que ça devienne trop gros et anecdotique. Il faut que ça reste subtil, puis il faut toujours que ça soit mis au service des œuvres. Donc, c'est les œuvres, en fait, qui priment. Il ne faut pas que le design prenne le dessus. Le travail d'ébéniste dans un musée, ça consiste principalement à fabriquer, en fait, tout ce qui a rapport ou a trait aux expositions. Et pour Passion privée, on a travaillé dessus environ 1 mois et demi, avec les pièces d'architecture et les pièces de mobilier. Au départ, en fait, on se rencontre le designer, le coordonnateur de projet et moi pour regarder la faisabilité du projet, en fait, puis discuter d'éléments un petit peu plus techniques. Ensuite de ça, moi, je discute souvent seul à seul avec le designer. Cette exposition-là a demandé une certaine réflexion au niveau de la sécurité de nos éléments qu'on allait construire, parce qu'on va passer par certains seuils de porte qui demandent des arches. Donc, le point de vue sécurité pour le public et sécurité aussi des œuvres dans les éléments qu'on allait rajouter au mur qui vont être montés au préalable, c'était une grande question pour nous. Donc, le défi pour ce projet-là, c'était au niveau de la sécurité surtout. C'est ça, on est toujours très fiers, là, évidemment, là, parce que ça donne une ampleur. Là. Nous, on ne voit pas nécessairement ce que le designer voit au départ. Puis quand on voit le résultat final, là, ça nous surprend nous-mêmes toujours, là, même si on visualise quand même un peu. On nage là-dedans, les éléments sont là, à côté de nous, on les fabrique, mais on est toujours très, très surpris du résultat. Puis c'est toujours magique. Toujours une magie qui se dégage des expositions une fois finies. Là, ouais. Quand on est chez un collectionneur, il n'y a pas des cartels sur les murs, il n'y a pas les noms des œuvres sur les murs. Parfois, c'est fascinant à quel point le collectionneur va connaître des anecdotes par rapport aux œuvres, mais ne va pas nécessairement connaître exactement le contexte de production de l'œuvre. Le savoir d'un collectionneur puis le savoir d'un musée, c'est 2 mondes complètement différents. Puis ce qui était fascinant, en fait, pour moi dans ce projet-là, c'était d'avoir à ramener les 2 ensemble sans que finalement on tire trop la collection privée vers le musée puis en un sens, on lui enlève son identité propre. Évidemment, il n'y a pas beaucoup de textes dans l'expo, mais les gens vont avoir accès à des médias guides, à des visites guidées pour connaître les œuvres en tant que telles. La passion du collectionneur. C'est sûr que c'est un sujet qui est extraordinaire à traiter en médiation, tant au niveau des conférences qui vont être offertes, que des visites commentées en salle, mais également au niveau des ateliers qui vont être offerts à la fois pour la famille puis pour le grand public. Bon, je pense qu'au musée, on est tous passionnés d'histoire de l'art. Alors, évidemment, les œuvres nous accrochent beaucoup dès le départ. Ça nous inspire. Il y a des programmes auxquels on va toucher directement au contenu de l'exposition, c'est-à-dire des programmes scolaires, des programmes de visite avec le grand public ou encore le média guide.
Quand on parle de l'idée du collectionnement, on entre dans l'intime d'une personne. Puis c'est ce qui est intéressant aussi d'entendre parler ces gens-là sur leurs passions, sur des passions qui sont parfois à une échelle complètement différente, mais c'est des passions qui valent tout autant. C'est toujours fascinant de faire la rencontre de grands collectionneurs comme M. Lassonde. Mais la collection, on se rend compte en parlant à des gens que plusieurs personnes collectionnent les œuvres d'art, que ce soit les dessins, que ce soit les estampes, que ce soit les grands tableaux comme M. Lassonde. Alors, on a décidé à la médiation de proposer des conférences autour du collectionnement, que ce soit, par exemple, une rencontre avec Jean-Pierre Valentin, mais également des rencontres avec la commissaire de l'exposition, une table ronde sur le marché de l'art. Alors, je pense que c'est des sujets qui sont assez passionnants pour le grand public. Ma passion pour, évidemment, collectionner les arts, je l'ai pris de ma mère. Et si cette exposition-là donne même seulement une personne l'idée et l'amour de collectionner, je pense qu'en autant que je suis concerné, ça va avoir atteint notre but. On publie aussi un catalogue, donc on a travaillé sur un projet de catalogue dans lequel il y a des notices pour chacune des œuvres exposées. Donc, il y a beaucoup de matériel scientifique qui a été produit sur les œuvres. Comme il y avait 96 œuvres à traiter et 35 artistes, 35 biographies, évidemment, la commissaire Anne-Marie Bouchard ne pouvait pas tout faire seule. Donc, on lui a adjoint 8 auteurs. Alors, le travail d'un éditeur, c'est de coordonner, si on veut, l'ensemble du processus avec tous les intervenants. Alors oui, au départ, il y a la commissaire. Par la suite, il y a les auteurs, bien sûr, les réviseurs, l'aspect photographique, la campagne photographique. Quand on travaille sur des collections publiques, comme la collection du musée, on a beaucoup de photographies déjà. Dans le cadre d'une collection privée comme celle-là, M. Lassonde avait à peu près pas de photographies. On a trouvé au préalable des photographies de 7 sur 96. Il a donc fallu photographier toutes les autres. On a fait débuter la campagne de photos autour de la mi-mai. On a décidé de faire ça en 2 vagues, histoire de pas vider complètement les résidences de M. Lassonde, là. Pour m'assurer, au niveau de la post-production, que la couleur et que le contraste soient tout à fait fidèles, j'utilise ce qu'on appelle une charte de référence. Donc, c'est une charte qui comporte une gamme de gris et puis différents échantillons de couleurs primaires. Et puis à ce moment-là, je me sers d'un logiciel et je vais vraiment, avec la pipette, cliquer sur une plage de gris pour vraiment m'assurer que la couleur soit ajustée. Puis pour s'assurer que la chaîne graphique suive du début à la fin, c'est-à-dire de la prise de vue au post-traitement numérique jusqu'à chez l'imprimeur, bien là, on fait ce qu'on appelle un tirage de référence, ou en anglais, un match print. Donc, ça nous assure une référence papier opaque et qui accompagne le projet tout le long jusqu'à l'imprimeur. Comme ça, on n'a pas de surprise, mais effectivement, on est habituellement très content quand tout sort bien. En général, on essaie que l'œuvre de la couverture soit la même que celle qui est utilisée pour la publicité de l'exposition, la promotion de l'exposition. Donc, le livre est immédiatement reconnaissable, il devient comme un équivalent de l'affiche. C'est ce qu'il y a de plus utile. Dans le cas de Passion privée, on avait l'avantage que 2 œuvres au moins vont servir pour la promotion. Donc, il fallait choisir une des 2. On a choisi celle-ci, qui est un tableau de Paul-Émile Bordua. Donc, un tableau très intéressant de la fin de la carrière de Paul-Émile Bordua. Mais ça a été un long processus. Mais avant d'aboutir à la couverture de Paul-Émile Bordua, évidemment, il y a eu beaucoup d'autres essais. Il y a eu des essais à partir d'œuvres de Suzor-Côté, donc un tableau d'hiver, comme c'est une exposition d'hiver. C'est une possibilité qu'on a. Sinon, un tableau de Jean-Paul Lemieux, qui est très, très célèbre, qui est un des plus connus de la sélection. Donc, on se dit aussi que c'est toujours une option qui est viable, d'y aller avec un tableau très connu, et aussi graphiquement, qui est très, très intéressant à mettre en page. Sinon, il y a une peintre ici, Hélène McNichol, qui est moins connue du grand public, mais que nous, on souhaite mettre en valeur. Donc, c'était une autre option possible, un tableau de McNichol. Mais les tableaux de McNichol, qui sont la propriété de M. Lassonde, sont surtout des tableaux d'été. Donc, c'est pas toujours si simple. Il y a un autre tableau de Jean-Paul Lemieux ici, qui
qui est moins connu, mais qui est plus surprenant, plus étonnant, je dirais. Donc, ça nous donnait une autre option. Alors, au total, on a travaillé autour de 6, 7, 8 propositions différentes de couverture avant de revenir aux bordures, qui était la toute première, la proposition initiale. Pour moi, c'est fondamental de m'imaginer l'expérience du visiteur dès le début. Il y a cette espèce d'effet wow-là qui est toujours vraiment important dans mon processus de travail. Puis de créer des parcours où l'effet wow, il est présent, mais qu'on est aussi capable de garder actif l'attention du public d'un bout à l'autre du parcours. Ça, c'est vraiment important. Puis j'avoue que je fais souvent des sondages un peu autour de moi, pas nécessairement avec mes collègues, parce que c'est tous des historiens d'art, donc ça aide pas vraiment. Mais ça m'arrivait de partir avec des petites œuvres mises à l'échelle, puis de m'en aller chez mes parents ou aller voir ma sœur, ma famille, puis de leur dire ça, qu'est-ce que t'en penses? Puis les réactions étaient toujours fascinantes. Puis je me disais, bon, ça, c'est sûr, c'est canné, je le garde. L'objectif, c'est vraiment que les gens soient plus dans une dynamique de contemplation, de montrer que les œuvres d'art dans une maison, ça a un côté décoratif. Puis que c'est pas... Je sais que c'est difficile souvent de dire ça dans un musée parce qu'on les fait tellement passer dans le tamis de l'histoire que c'est ça qui finit par ressortir. On les expose par leur intérêt historique et esthétique, mais souvent pas strictement du point de vue décoratif du type « ça va bien dans mon salon ». Mais le collectionneur est comme ça, et donc c'était comme à nous de faire un pas dans une autre direction, le musée, pour essayer de montrer les œuvres d'un autre point de vue. Et ça, c'était fascinant parce qu'on n'a presque jamais l'occasion de faire quelque chose comme ça. D'habitude, on est plutôt très scientifique, by the book. Vous entrez dans la maison du collectionneur, vous la traversez et vous pouvez vivre son expérience de vous asseoir dans un divan hyper confortable puis de contempler un mur avec des œuvres qui sont pas nécessairement de la même époque, qui se parlent pas nécessairement historiquement, mais qui créent une ambiance qui est chaleureuse, qui est intéressante, qui est visuellement ou esthétiquement vraiment intéressante pour le collectionneur. Puis c'est ça qu'on essaie de faire vivre.